Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. En ce moment, l'actualité compétitive de Lorcana est brûlante, donc on se retrouve dans cette vidéo pour décrypter tout ça, le point météo, l'environnement du jeu, la météo de la méta. On va vous présenter ici les meilleurs decklists, les datas, les statistiques de tournoi, les metagame breakdown, quels sont les decks les plus joués, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses. Si jamais vous découvrez la chaîne, c'est le moment évidemment de vous abonner. Si jamais vous connaissez déjà la chaîne et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager dans l'espace commentaire ou laisser un pouce bleu. Et puis enfin, vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et aussi faire vos petits achats pour protéger vos cartes, que ce soit pour la collection ou pour le jeu chez Ultimate Guard, qui est le sponsor de ValetPL pendant l'année 2024. Merci énormément à eux et merci à vous. Alors, au menu aujourd'hui de ce point météo, on va avoir de l'actualité à traiter, notamment en 6 points. On va d'abord commencer par les tops des gros tournois. J'ai recensé les 2 plus gros tournois qui ont été joués récemment. Un tournoi américain, le Star City Game, qui a été joué à Philadelphie. Et puis on va aussi s'intéresser au plus gros tournoi physique du monde, le tournoi à Vernon en France, le tournoi des Illumineurs. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au metagame breakdown des tournois, c'est-à-dire quel est le pourcentage de chaque deck représenté dans tous les tournois qui ont été référencés depuis le chapitre 3 sur le site Inkedeck. Et puis, dans un troisième temps, on regardera aussi quel est le metagame breakdown sur Pixelborn. J'ai préféré dissocier les deux parce que c'est quand même assez différent d'appréhender le metagame breakdown sur un ladder plutôt que sur des tops de tournois. Dans un quatrième temps, on regardera quelles sont les cartes les plus jouées en compétitif. J'ai réussi à trouver les statistiques des cartes les plus jouées au tournoi de Vernon. Ensuite, on ira voir quels sont les meilleurs decks du metagame. Et dans un dernier temps, toujours sur le petit point météo, le point exotique, pour regarder quels ont été les decklists sucrés qui ont performé. Premier tournoi qui nous intéresse ici, le tournoi Star City Game. Star City Game qui est un organisateur d'événements très connu aux États-Unis, qui du coup s'est aussi mis sur Lorcana. Ils ont fait donc un tournoi Lorcana à 175 joueurs, ce qui est quand même assez conséquent. Vous avez ici donc du coup le top 8 du tournoi, vachement dominé notamment par Ruby Amethyst, hein. On s'y attend, c'est le deck le plus populaire, le plus joué et celui qui performe le mieux. Donc en première place Ruby Amethyst, en deuxième place Ruby Amethyst, également en troisième place, eh bien c'est encore Ruby Amethyst. On a un petit Sapphire Steel Tempo, le jeu Cogwars que vous connaissez bien et qu'on vous a présenté notamment dans d'autres vidéos. Vous avez aussi une tier list des meilleurs decks qui est sortie précédemment sur la chaîne. Si jamais vous voulez rentrer plus en détail sur tous les decks du méta, il y a une vidéo qui est sortie assez récemment. Vous avez la version de Savage Objet Control qui a performé aussi dans ce tournoi-là en rouge-bleu, avec des scars, donc petite nouveauté. Vous avez encore une fois Boons Control et puis enfin un petit Boons Tempo, Boons Aggro avec Amethyst Herald. Deuxième tournoi dont on est obligé de parler évidemment, le plus gros tournoi référencé au monde pour l'instant, celui qui a été joué à Vernon le week-end passé. 247 joueurs se sont retrouvés pour s'affronter et le grand gagnant, eh bien ça a été encore une fois Boons Control, sans trop vraiment de surprise, mais vous allez voir que la liste est quand même plutôt intéressante à décrypter avec quelques twists. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. En seconde place, et ça c'est une surprise, et moi j'adore la decklist, on la regardera aussi, c'est Mufasa Midrange, Mufasa Roulette, qui a bien performé ici. Ensuite, en troisième place, on retrouve encore Boons Control. Un petit deck objet avec pareil une liste très personnelle qu'on décryptera dans le point exotique. Et puis ensuite, on arrive avec du classique, à la fois de l'améthyste vert, de l'améthyste du vert gris, pardon. Et notre ami bleu-gris qui est quand même très populaire, qui était déjà populaire en fin de saison 2. Au niveau du metagame breakdown, c'est quoi un metagame breakdown? C'est la représentation en pourcentage de l'ensemble des decks que vous allez retrouver sur des tournois. Alors là, ici, on est sur le metagame breakdown de tous les tops et non pas de tous les decks qui ont été présentés au début du tournoi. Je pense que Inkdeck prend la plupart du temps le top 8, le top 16, voire le top 32 en fonction du panel de joueurs qui sont présentés à la base. Et l'idée, donc, du coup, c'est de voir quels sont les decks les plus représentés en termes de volume. Et donc là, on voit que le deck le plus représenté dans les tops, eh bien, c'est Boons Control à 27%. Le deuxième deck le plus représenté, c'est quand même Vert Gris à 16%. On a une très belle remontée depuis le chapitre 3 donc de Vert Améthyste qui lui est représenté à 12% sur tous les tops de tournois recensés, je le précise, hein, seulement depuis le chapitre 3, évidemment. En quatrième position, eh bien, c'est Améthyste Gris qui se place à 8%. Et puis après, on descend à 6% pour Jaune Gris, Bleu Gris,
ainsi que bleu-rouge. Et puis là, on arrive un petit peu dans la catégorie Other, où on fait un énorme camembert, où on met tous les autres decks qui sont représentés. Ça donne un gros pourcentage de Other. Mais disons que les plus représentés dans ces autres decks-là, c'est Mufasa Roulette, une version jaune-gris, mais flûte, comme c'était le cas dans la saison 2. Et puis le deck hyper aggro, ambre améthyste. Alors pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au metagame breakdown? Bien, il faut savoir que quand vous décidez de jouer de manière compétitive à un jeu, au-delà d'apprendre à bien jouer votre deck et de choisir le bon deck, il faut aussi s'adapter au format, au metagame. Le metagame, c'est l'environnement du jeu, l'ensemble des decks compétitifs auxquels vous devez vous attendre lorsque vous vous présentez à un tournoi. Et essayer de connaître le metagame breakdown de votre tournoi, eh bien, ça a de la valeur pour choisir les bonnes optimisations dans votre deck. Je prends un exemple, si vous attendez par exemple beaucoup de decks agressifs dans votre tournoi, eh bien, dans votre deck vert-gris, vous allez avoir envie de jouer plus de Grab Your Sword que ce que vous auriez joué si vous attendez un méta plus midrange ou plus contrôle. Donc le metagame breakdown, ça a valeur de données intéressantes pour essayer d'estimer quelle est la tendance, quelle est la norme actuelle, quels sont les decks les plus représentés, et donc du coup en termes de statistiques, quel est le deck que vous allez le plus rencontrer lors de vos rondes pendant un tournoi. Donc bien connaître le metagame, bien l'anticiper, c'est aussi une des clés de la réussite pour remporter un tournoi. Si on s'intéresse maintenant au metagame breakdown de Pixelborn, ici dédicace à Gilligabit sur Twitter qui à chaque fois poste ce metagame breakdown là sur Pixelborn. Je vous mets son lien directement en description. On voit ici que c'est les top 100 joueurs sur le ladder Pixelborn, et on a donc du coup une représentation en camembert des decks qui ont été joués, le nombre de parties totales. Donc on voit que ça a été sur 11 000 parties. C'est seulement pris sur une semaine parce que chaque semaine la data est repostée par Gilligabit, mais en gros là vous avez donc tous les matchs qui ont été joués dans le top 100 du ladder Pixelborn par les meilleurs joueurs donc du coup du ladder. Et ça vous donne encore une fois un metagame breakdown, les decks qui ont été les plus joués. On voit ici qu'en première position, eh bien, ça reste à Ruby Amethyst. En deuxième position, par contre, on a Ramp Wall New World, donc la version bleu-gris qui était assez connue évidemment en fin de saison 2 et très connue aussi au début du chapitre 3. Vous avez par contre en troisième position les decks bleu-rouge. Alors je suis pas sûr que ça soit très pertinent de dire que vous allez rencontrer beaucoup de decks bleu-rouge lors de vos tournois. Il faut savoir que la méta de Pixelborn est quand même un peu particulière, un peu différente. Il y a beaucoup de gens qui testent aussi, qui essayent de découvrir des nouvelles decklists, là où quand on va dans un tournoi, on joue plutôt des choses qui sont sécurisées, dont on est sûr et sur lesquelles on a un espèce de consensus compétitif. Donc je trouve que le metagame breakdown, la méta et les datas de Pixelborn sont beaucoup plus à prendre avec des pincettes que ce que vous allez retrouver en tournoi. On a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui cherchent justement à présenter des listes qui sortent de l'ordinaire et qui essayent donc du coup ces listes-là dans le top 100. Et par exemple, voir notamment Bucky Discard ou alors même Amethyst Green Tempo représenté en 5e et 7e position, eh bien ça contrevient un petit peu à ce que vous allez rencontrer dans vos tournois locaux, parce que ce sont des decklists qui sont plutôt validées, plutôt puissantes, qui ont de très bons résultats et qui normalement, si jamais il y avait de l'enjeu et si on avait des tournois compétitifs, serait vachement plus joué dans le top 100, à mon sens. Donc ici, voilà, la surprise, c'est plutôt bleu-rouge. On a de plus en plus une recrudescence de ambre-gris qui a été un petit peu laissé à l'abandon au début du chapitre 3, qui n'était pas très performant non plus lors du chapitre 2, même si ça a vraiment cassé le jeu lors du chapitre 1. Et je pense que c'est un deck qui est encore un petit peu sous-coté, donc les gens testent de plus en plus. C'est pour ça qu'il est le 4e ici en termes de popularité. Il poste d'ailleurs un très bon win rate. Vous pouvez voir aussi qu'il a 53% de win rate, ce qui est plutôt très très bon. Le win rate du deck le plus attendu est à 52%, donc pour un deck qui est très attendu, contre lesquels les gens sont préparés, ça reste vraiment très intéressant. Donc voilà, tout ça c'est à titre indicatif, à prendre avec des pincettes, c'est quand même intéressant à décrypter. Ça nous donne une idée aussi de ce que vous allez rencontrer si jamais vous grindez le ladder Pixelborn, mais si jamais on veut de la donnée purement compétitive à analyser
analyser, faites plutôt attention à la data de tournoi plutôt que celle de Pixelboard. On a une dernière donnée qui peut être intéressante à analyser, qui a été récupérée notamment sur le tournoi des Illumineurs à Vernon. Ça a été posté dans le Discord du créateur de contenu nosjeuxdesociétés.fr par un de ses viewers qui s'appelle FRB. Je vous mettrai le lien directement du Discord de nosjeuxdesociétés.fr dans la description. Et cette data, c'est quelles sont les cartes unitaires les plus jouées lors du tournoi. Et on voit que la carte la plus représentée dans le tournoi, c'est sans surprise Friends on the Other Side, la chanson améthyste qui est à la fois jouée dans Ruby Améthyste, qui est à la fois jouée dans Green Améthyste, qui peut être jouée dans n'importe quel deck qui soit d'une base agressive midrange ou d'une base contrôle. Pour moi, c'est la chanson la plus polyvalente et la plus forte du jeu. Et donc ça a été la carte la plus représentée de ce tournoi-là. Vous avez la deuxième carte la plus représentée, c'est encore une carte améthyste, c'est évidemment le Merlin Lapin. Pourquoi Merlin Lapin? Parce que c'est une carte qui va être jouée aussi dans les decks qui ne pack pas la boucle Bounce. Je prends l'exemple par exemple de Jafar en violet-gris, qui est un deck qui est plutôt tier 2 dans le format, en tout cas qui est plutôt bien représenté et qui a des résultats très satisfaisants. Ben, lui, il n'a pas la place, parce qu'il a toute une stratégie Floodborn, Jafar, il n'a pas la place de packer la boucle Bounce. Par contre, il va quand même packer des lapins Merlin, parce que c'est une carte qui fait piocher, qui permet d'avancer dans ton deck. Et donc c'est pour ça que c'est la deuxième carte la plus représentée, devant par exemple Madame Renard, qui paraît tout aussi puissante que Merlin Lapin. Je vous laisse mettre sur pause et regarder une à une quelles sont les cartes les plus jouées si jamais vous voulez les décrypter. Nous, on va passer à la suite. Pour la suite, on va bien évidemment s'intéresser aux decklists qui ont le mieux performé sur ces tournois. Je vais prendre le plus gros tournoi en date et le plus récent, le tournoi des Illumineurs, et les decks les plus compétitifs, les meilleures versions de chaque association de couleurs seront donc du coup les 3 decks suivants, violet-rouge, vert-gris et violet-vert, qui à mon sens sont les decks que vous rencontrerez le plus dans les tops, dans les hautes tables, et qui ont le meilleur win rate en tournoi. Ici, on va s'intéresser donc du coup au deck Bounce Control by Raklem. Raklem, c'est le joueur qui a remporté le tournoi des Illumineurs. C'est un jeune joueur qui vient d'OTCG. Il est notamment très compétent sur Flesh and Blood. Et il nous a pondu une liste qui est quand même un petit peu spicy, dans le sens où il y a quelques optimisations qui peuvent faire sens, moi en tout cas que j'ai trouvé plutôt intéressantes. Alors déjà en termes de statistiques, c'est un deck qui joue 61 cartes et non pas 60. Attention, ne faites pas ça chez vous, il faut de très très bonnes raisons pour monter au-dessus de 60 cartes. Je pense que Raklem doit avoir une bonne raison pour avoir fait ça, mais vous, je vous encourage plutôt, si vous ne savez pas pourquoi vous jouez plus de 60 cartes, à rester évidemment à 60 cartes. On a 15 cartes non ancrables. J'imagine que la 61e carte, et Raklem le confirmera peut-être si jamais il s'exprime sur Internet, j'imagine que la 61e carte, elle fait sens pour avoir un ratio d'ancrable un petit peu plus fit. Disons que peut-être que 15 ancrables, c'était un petit peu trop pour lui. Donc si jamais tu augmentes le pool de départ de ton deck, et bien dans ce cas-là, tu dilues un peu plus tes non ancrables. Je pense que son nombre idéal est plutôt aux alentours de 13-14. Et donc en ayant cette 15e carte non ancrable nécessaire, j'imagine, à sa decklist, et bien dans ce cas-là, il a décidé de monter à 61 cartes, ce qui permet au global de diluer un peu plus tes non ancrables, un petit peu comme à Magic. Certains decks contrôle veulent jouer en vrai ni 27 landes ni 28 landes, mais plutôt 27,5 landes pour avoir la statistique parfaite, et dans ce cas-là, on peut monter à 61 cartes. C'est quand même très rare, voilà, faites pas ça chez vous, sauf si vous savez pourquoi vous le faites. Sur la liste de Raklem, les spécificités, c'est que on a réduit le nombre de Minnie Mouse et de Olaf. Donc du coup, on a fait disparaître Teeth and Ambition, qui est une carte qui gérait très très bien leur league game, mais si on estime que le méta va être très peu agressif, et ça a été le cas à Vernon, et bien dans ce cas-là, c'est une carte qui produit assez peu par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'elle. Par contre, on a implémenté beaucoup de Pinocchio, ce qui d'ailleurs dans les matchs filmés de Raklem a été souvent extrêmement pertinent. On a une liste qui ne joue pas Jim et ne joue pas RLS Legacy, mais qui est vraiment plus contrôle avec The Queen's Castle. On a un 3e Maui Fish Hook. Je pense que la compréhension du méta de la part de Raklem, c'est que les lieux étaient très importants. Surtout du fait que tu es un 3e Pinocchio par rapport aux listes qui en jouent que 2. Bien dans ce cas-là, tu es capable d'aller chercher n'importe quelle bête sur le terrain de l'adversaire avec la synergie entre Maui Fish Hook et
et ton Maui Rush. Donc voilà, plutôt intéressant. On a aussi un Sorcerer's Spellbook, qui est une carte qui a disparu un petit peu des decklists, mais qui finalement est vraiment très pertinente dans le Mirror. Si jamais vous l'avez en main de départ, que vous commencez à la poser très rapidement et que vous jouez une partie très grindy ou de part et d'autre, vous épuisez vos ressources, vous gérez votre board, on a énormément de gestion. Et bien finalement, si de part et d'autre, les deux joueurs sont très mous et n'arrivent pas à prendre le pas sur le lore, et bien ce Sorcerer's Spellbook va faire gagner la partie tout seul. C'est aussi une des meilleures cartes que vous pouvez avoir contre des decks comme bleu-rouge, qui sont déjà des decks assez favorables. Et enfin, les dernières épices sur la decklist de Raclem, eh bien, c'est ce Maui Baleine, qui pour le coup lui est assez inattendu. Alors c'est un énorme pâté, il a le mérite d'être ancrable, donc du coup il va très bien résister à la méta très très grise auquel on pouvait s'attendre sur Vernon. C'est un destructeur de lieux, donc forcément ça marche très bien à la fois dans le mirror et à la fois contre les decks les plus contrôle. Et puis il est capable aussi d'aller détruire le terrain. Il faut savoir que ce deck là, c'est un deck qui va accumuler beaucoup d'énergie, qui va passer très facilement au-dessus des 10 énergies, et donc du coup tout ce mana en late game que tu peux avoir de manière supplémentaire, bah, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle des mana sync, donc du coup des cartes qui te permettent d'utiliser la ressource supplémentaire que tu n'utiliserais pas parce que tu n'as pas assez de cartes en main. Mais en fait, ce Maui, bah, vu qu'on peut le redresser en payant 2, on est capable d'aller détruire un lieu, le redresser, détruire un personnage, le redresser, et ainsi de suite. C'est plutôt malin, c'est bien vu, c'est une belle optimisation en fonction du metagame qui était attendu par Acclaim, et ça a été encore une fois très pertinent dans ces parties en table filmée. Est-ce que c'est un upgrade qui va rester, ou juste la bonne tech spicy pour le bon tournoi au bon moment? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On a un autre choix très fort, c'est 3 Madame Médusa, 0 Madame de Tremaine. Madame Médusa qui a un peu pris le pas, notamment pour sa puissance contre les decks gris. Ça vient détruire Robin Hood et l'Abyste, qui sont vraiment les meilleures cartes des decks gris, évidemment. Et dernière petite spécificité de la liste de Raclem que j'aime beaucoup, qui est très orientée mirror et late game, hein, évidemment, eh bien c'est les 4 maléficientes. Les decks avaient tendance à passer plus qu'à 2 à 2 maléficientes, mais en ayant fait un petit peu de la place, en cutant de l'early game, en cutant les gym, en cutant les Tis and Ambition, et ben donc du coup Raclem a eu la place pour ces 4 maléficientes là, qui sont d'excellentes cartes de late game. Ça va très bien gérer notamment les cartes des decks bleu-gris, les grosses cendrillons grises qui pourraient être jouées à la fois dans vert-gris ou dans jaune-gris, et c'est aussi très bien en mirror. Donc voilà, très très bon choix que d'avoir ces 4 Maleficent. On est plus ou moins sur la liste référence Ruby Améthyste, avec cette liste qui a gagné donc du coup le plus gros tournoi actuellement en physique. Ce qui est intéressant aussi avec cette liste-là, bah, c'est qu'elle est un peu budget. Vous le voyez ici, le prix est à 227 $. C'est infiniment moins cher que si jamais vous vouliez jouer notamment la base verte avec les Ursula, qui coûte beaucoup plus cher. C'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelles légendaires qui sont venues agrémenter ce deck-là. Les petites nouveautés, les spécificités, c'est plutôt des cartes rares comme le Rafiki, comme le Maui, comme The Queen's Castle ou Maui Fishhook. Donc si vous jouiez ce deck-là, qui était très populaire en chapitre 2, eh bien vous avez de quoi l'upgrader en chapitre 3 pour pas grand-chose, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Deuxième deck dont on va parler, qui a été aussi très populaire au tournoi de Vernon, c'est le Green Steel. J'ai pris la liste de Rofelos, qui est créateur de contenu que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne des joueurs du dimanche. Il crée aussi du contenu sur sa chaîne personnelle Olivier Rofelos, notamment sur l'Orcana. Il a fait top 8 avec cette liste Green Steel. Il y a 2-3 choses aussi qui sont intéressantes à dire. Déjà, il a un compte de non ancrable qui est très bas. À 12, ça va lui permettre d'avoir un parti pris assez late game, et donc du coup de pouvoir jouer beaucoup d'encre tout au long de la partie, et d'être capable justement d'ancrer longtemps et de jouer des parties longues, ce qui peut être notamment très pertinent contre les decks Ruby Améthyste. Il y a une autre spécificité que j'aime beaucoup dans sa liste qui témoigne d'une lecture assez fine du metagame. On parlait justement de connaître le metagame breakdown, de connaître l'environnement du jeu pour pouvoir adapter sa liste. Si vous faites attention, dans la liste de Rofelos, on n'a pas de Grabure Sword. Grabure Sword qui est une carte clé du premier chapitre, qui est extrêmement jouée dès qu'on joue du gris, mais qui en fait n'attrape que les méta très agressives. Et ici, Rofelos a dû s'attendre à une méta plus midrange, plus contrôle, ce qui a exactement été le cas à Vernon. Et donc du coup, il s'est dépatouillé de cette carte-là, qui, on le rappelle, est une carte non ancrable. Donc dès lors que la carte n'a pas d'utilité, elle est vraiment morte, et ça peut être
très problématique contre des decks comme rouge-bleu ou comme rouge-violet. Donc voilà, c'est l'optimisation de la liste de Rofelos, la disparition de Grabure Sword, et à mon sens, c'était plutôt bien vu de sa part. Il y a ces kits-là que j'aime pas beaucoup, autant je les trouve très très bons dans violet vert, autant je les aime pas beaucoup dans vert-gris. Il faudrait demander à Rofelos ce qu'il en a pensé de ce kit Cloud Kicker, mais j'aurais tendance à plutôt les jouer dans vert-violet. Mais au-delà de ça, sinon, la liste est carrée. Moi, j'aime beaucoup la consistance, que des x4. Je sais que c'est très pertinent dans l'Orcana de jouer des x1, des x2, parce qu'on pioche pas mal de cartes et que ça nous amène un petit pic de polyvalence. Euh, Sauf decks bien particuliers qui vont accepter une polyvalence avec plein de one-off et de two-off, donc des cartes en deux et un exemplaire, pour des raisons bien précises, certains decks vont apprécier ça. En moyenne, au global, la règle de base de laquelle vous pouvez évidemment vous défaire si vous avez, encore une fois, un argument bien particulier, eh bien, je préfère la consistance et avoir donc du coup beaucoup de x4. Par exemple, les decks Ruby Améthyste, eux, vont beaucoup plus piocher, jouer des parties qui sont beaucoup plus longues et donc du coup avoir le droit à avoir des cartes en un, 2 ou 3 exemplaires. Comme cette liste-là est un mid-range quand même assez dynamique, qui veut faire des sorties bien curvées et qui est capable de clore la game très rapidement, eh ben, j'aime ce parti pris d'avoir quasiment tout en 4 exemplaires. Donc très jolie liste ici de la part de Rofelos. Dernière liste qui, d'après moi, va faire partie des decks to beat du chapitre 3 de l'Orcana, une liste que j'adore, on en parlait, c'est le deck vert améthyste Tempo, une version Boons qui donc du coup est très agressive, va essayer de passer en dessous les rubis améthystes. Quand je dis passer en dessous, ça veut dire qu'ils ne veulent pas jouer des games longues contre ces decks-là, mais qu'ils veulent jouer plutôt des games plus courtes, être capable de prendre la tempo et de ne jamais la rendre, et de gagner la partie avant que l'adversaire ait eu le temps de stabiliser, parce que de toute façon au grind, donc c'est-à-dire à l'épuisement sur les parties longues, c'est pas un deck qui gagnera ces parties-là. Le point fort des decks tempo, bah, donc du coup, c'est d'être capable de prendre le lead contre les decks un peu plus mous, que ce soit des decks bleu-rouge ou alors que ce soit des decks violet-rouge. Par contre, le souci, c'est que dès qu'on est derrière, et notamment quand on n'a pas le toss, eh bien, c'est des decks qui perdent significativement en puissance. Quand le board ne nous est pas favorable, c'est très difficile, entre guillemets, de reprendre l'avantage. On a quand même des mécaniques de comeback puissantes avec Ursula et une chanson comme Mother Knows Best, mais à part certaines mécaniques de comeback, on a quand même envie d'avoir l'avantage et de le conserver le plus longtemps possible. Ici, on est sur la liste du coup de Franchuche, pareil, qui a top 8 au tournoi des Illumineurs. Quelques cartes d'early game avec notamment ce Curse Merfolk qui vient faire extrêmement bien à la decklist pour avoir à la fois un super loreur en early game et en plus que ça coûte une petite ressource à l'adversaire pour venir le gérer. Donc ça, c'est assez intéressant. La spécificité par rapport aux autres listes que vous trouverez sur Internet, c'est les 3 Rafiki Rush qui sont là pour rajouter un petit peu plus de gestion à ce deck tempo. Là, on a les 4 kits Cloud Kicker qui sont vraiment puissants dans la liste. Ça va vous permettre d'enchaîner les effets bounce face à votre adversaire et donc du coup le retarder énormément. Contre les decks verts, c'est très important d'avoir Cloud Kicker, notamment quand vous êtes sur le play. Ça va vous permettre au tour 3 de bouncer le tour 2 de votre adversaire ou le tour 1. Par exemple, vous lui bouncez un Morph, bah, il ne pourra pas alter le tour d'après. Vous lui bouncez un Robin Hood, il ne pourra pas alter le tour d'après. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très puissante sur le play, qu'on va tendance plutôt à ancrer sur la draw, mais qui reste quand même pertinente dans cette synergie-là. En late game, on a seulement le génie parce qu'il participe encore une fois à la synergie bounce. C'est un deck qui est très dur à jouer parce que c'est un deck qui ne bat pas les ressources de l'adversaire, mais qui les remet à plus tard. C'est-à-dire que comme vous avez un deck tempo, vous voulez conserver le rythme de la partie, opposer rapidement du board et être capable de finir la partie avant que votre adversaire stabilise. Mais si votre adversaire stabilise, vu que vous n'avez pas géré ses cartes, mais que vous les avez remis à plus tard, eh bien dans ce cas-là, lui, il aura de quoi vous écraser en late game. Donc la moindre erreur se paye cash avec ce deck-là. C'est vraiment un deck à mettre entre les meilleures mains. C'est plus dur à jouer que vert gris et plus dur à jouer que Ruby Améthyste, et chaque erreur se paye content. Mais je pense que c'est un deck qui est plutôt bien positionné dans le metagame, et on le voit de plus en plus dans les tops de tournoi. Petite spécificité à noter, un petit Sorcerer Spellbook, pourquoi pas, si ça nous permet d'accrocher quelques games en late game qu'on n'aurait pas accroché sans, ça coûte pas plus cher. En termes du ratio ancrable non ancrable, on est à 18. 18, c'est un compte qui est assez élevé, mais c'est un compte que les decks agressifs, early game, qui veulent pas jouer des games longues et donc du coup qui veulent pas ancrer à tous les tours pendant 10 tours, peuvent se permettre.
Dès que vous jouez mid-range ou dès que vous jouez contrôle, on ne tombe pas, on ne monte pas au-dessus des 16 d'encre. Ici, les 18 d'encre, c'est vraiment parce qu'il y a un parti pris assez agressif à la liste qui nous permet d'augmenter à 18, mais d'après moi, montez pas beaucoup plus haut. Toutes les listes que je présente seront bien évidemment dans la description. Vous pourrez comme ça les importer et les tester sur Pixelborn pour voir si elles vous plaisent, bien sûr. Donc là, j'ai présenté les 3 decks qui, à mon sens, sont les decks les plus pertinents à prendre en compte pour analyser la méta compétitive du chapitre 3. Mais il y a d'autres decks qui sont très bons, qui peuvent s'approcher du tier 1. Je pense notamment à jaune-gris qui, de plus en plus, revient un petit peu sur le devant de la scène. Je pense à des decks comme bleu-gris qui sont toujours très performants et très pertinents. J'en ai choisi 3, c'est les 3 que je vous ai présentés, mais il y en a d'autres qui ont valeur à être considérés aussi. Et si jamais vous voulez un focus sur ces decks-là aussi, vous avez la tier list qui est sortie il y a quelques jours. C'est le moment où on va s'intéresser au point exotique du point métao. Le point exotique, c'est quoi? C'est des decklists un peu sucrés, un peu plus inattendus, sur lesquels il n'y a pas forcément de consensus compétitif, mais qui ont réussi à se placer favorablement sur des gros tournois. Et j'en ai choisi 2, donc du coup le Mufasa Midrange by Pourphoros et le Blush Control by Q. 2 decklists qui n'étaient pas forcément attendus à haut niveau et qui à mon sens, méritent d'être présentés. Alors oui, vous allez me dire, Mufasa, c'est pas non plus giga exotique, et pareil, Bleu Rouge Control, c'est pas ce qu'il y a de plus exotique. Alors oui, on peut aussi aller chercher des decklists très excentriques, des decklists qui n'existent pas, des decklists junk, des decklists qui ont été présentés par des créateurs de contenu, mais le point métao, c'est toujours par le prisme du compétitif, et donc l'exotisme que je cherche reste de l'exotisme qui a validé une performance lors d'un tournoi. Sinon, je peux vous présenter des decks bleu-vert. Il y en a très très peu, ça existe, mais ça ne performe pas en tournoi. Ça, pour le coup, c'est très exotique. Mais là, on encadre quand même l'exotisme dans de la compétition. Et ici, on a le deck de Pourphoros qui a perdu en finale contre Raclem. Donc, ce joli deck a perdu contre Rouge-Violet. Quand bien même, je pense que le match-up est plutôt bon pour le deck de Pourphoros, en tout cas plutôt acceptable, minimum 50-50 avec ce deck Mufasa, déjà parce qu'on est capable de bien anticiper et tourner autour de Be Prepared, qui était un peu la carte déterminante des decks rouge-violet. Avec ce Mufasa là, lui, quand il est banni, ça va nous permettre de jouer une carte du dessus du deck, et donc sur les cartes du dessus du deck, on peut vite tomber sur des Stitch Rockstar, sur des Lady Tremaine ou sur des Maleficent. J'aime beaucoup la liste, il n'y a pas de consensus encore final sur les listes de Mufasa Roulette. Je trouve que celle-là est très bonne, on joue un seul spell et c'est Tis and Ambition pour avoir quand même un petit peu d'early game. C'est vrai que c'est un deck qui joue beaucoup de cartes très très chères, notamment pour avoir de très bons hits sur Mufasa. Ce qui est un peu dommage sur ces listes-là, c'est que c'est des listes qui vont manquer de polyvalence, évidemment. Mais c'est normal, tu ne peux pas jouer de cartes autres que des personnages. Sinon, tu prendrais le risque de ne pas hit avec ton Mufasa et ça serait vraiment trop grave. La meilleure synergie, la meilleure combo d'early mid-game du jeu, c'est vraiment la Mergotel avec Rapunzel. Ça va vous permettre de soigner la Mergotel et de piocher 3 cartes. Vous allez de manière proactive être capable de blesser vos personnages. Ça marche aussi très bien avec Thyssen Ambition. Donc la carte fait vachement plus sens que dans les decks rouge-violet qui ne la joueraient que comme un vulgaire anti-bet. Ici, c'est aussi un enabler à Rapunzel et donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi en synergie avec le Prince Eric qui est capable de bannir n'importe quel personnage. Donc on a une liste qui est assez agressif, qui joue que des personnages, qui prend rapidement et facilement du lore, qui est capable d'accélérer avec Dog directement sur des Mufasa et qui en late game a une armée de personnages très puissants et très interactifs. Mais en même temps, en early game, on a quand même quelques drop 1, la petite synergie de Thyssen Ambition qui est aussi un enabler à Rapunzel. Donc je trouve que la liste est très équilibrée, très pertinente. Ça joue très peu de cartes non ancrables, comme vous pouvez le voir. On est à 10 cartes non ancrables. Et à mon avis, la liste de Pourphoros va faire référence pour ce qui est du consensus sur Mufasa Roulette. Je le précise, petite sucrerie, la petite hydre qui a été préférée à Dame Médusa. Alors, c'est bizarre de ne pas jouer Médusa parce que c'est une carte qui est vraiment très puissante contre les decks gris. Mais cette hydre, en tout cas, en table filmée, a souvent été plutôt pertinente. En tout cas, dès que votre adversaire a un board avec plusieurs personnages, ça devient un vrai casse-tête de solutionner le problème de l'hydre. Et dernière liste dont je voulais vous parler, le bleu-rouge control by Q. Alors pareil, c'est pas excessivement exotique, bleu-rouge control item avec des flavor sham, mais pour le coup, il n'y a pas de consensus final sur les decklists. Donc là, je vous présente celle de Q parce qu'elle a très bien performé. Il a fini top 4 du tournoi des Illumineurs à Vernon. Il a une liste qui lui est évidemment très personnelle, avec notamment l'ajout de ce lieu, Motu Nui. Autant le MacDuck Manor était déjà très joué, notamment dans les decks bleu-gris, autant ce Motu Nui, c'est un petit ajout personnel qui
qui, à mon sens, était plutôt très bien vu. Ça vous permet de recycler vos cartes d'early game pour les transformer en encre en allant trader des créatures adverses. On avait aussi ce petit talisman sumérien qui permet de piocher des cartes tout en étant capable de faire de la gestion d'early game. C'est ce qui peut le plus manquer à ces decks contrôle. Un petit peu d'early game parce qu'on sait qu'en late game, ils sont capables de tout gérer, tout écraser, de générer beaucoup de value avec Flaversham ou avec Gaston. Par contre, en early game, ils peuvent se faire dépasser assez rapidement. Et ici, on a vraiment des options qui sont intéressantes. Donc, ce Sumerian Talisman qui va rendre à la fois la Queen of Earth et le Stitch plutôt intéressant. On a ce AA qui peut passer de lieu en lieu pour retarder le lore de l'adversaire et ça fait sens. Comme on a beaucoup de lieux, on a un petit Jim Hawkins ici qui peut faire le job avec ces 7 lieux. On a toujours la synergie Flaversham avec l'objet Pop Cycle, la glace à l'eau pour piocher. On a un Be Prepared parce qu'on a un deck contrôle. De la sélection parce qu'on a un deck un peu mollasse et on va aller chercher des cartes clés. Et puis ensuite, les très bonnes cartes de late game avec Maui, Madame Medusa, Gaston, Hades, Tamatoa, Maléficiente. On a un peu repris la base de ce que veut faire Ruby Améthyste, mais en l'adaptant avec la force des cartes bleues. J'aime bien la liste. Encore une fois, il n'y a pas de consensus final sur les listes bleu-rouge, mais je trouve que celle-là était assez bien montée, plutôt pertinente. Est-ce que c'est lui qui viendra la référence? À voir, il y a quand même pas mal d'autres decks bleu-rouge qui se sont placés dans les tops, dans les autres tournois. Il y a encore, à mon avis, pas mal de choses à creuser. Au niveau des cartes non ancrables, on est à 14 sur 60, ce qui me paraît être un ratio plutôt OK, hein, entre 12 et 16, c'est tout à fait normal pour des decks un petit peu late game comme celui-là. Voilà, c'est la fin de ce point météo. C'était un peu long, mais en même temps, c'était dense. Il y a beaucoup d'actualités. Il faut savoir que la compétition sur le chapitre 3 bat son plein. Il y a pas mal de gens qui attendaient plus de profondeur dans le jeu après les 2 premiers chapitres. Franchement, le chapitre 3 nous apporte une vraie diversité, une vraie profondeur. Le niveau de jeu était très très bon, notamment sur le tournoi de Vernon que j'ai pu regarder en replay. Donc vraiment, c'était très très intéressant à regarder. Ce chapitre 3 ouvre de très belles perspectives compétitives pour le jeu de l'Orcana. J'avais envie de tout traiter, de vous apporter le maximum de data et d'analyse pour que vous puissiez préparer vos Store Championship qui, on le rappelle, arriveront fin avril pour gagner le magnifique Stitch Rockstar Enchanté. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-moi votre avis dans les commentaires. Partagez ce type de vidéo si jamais vous voulez qu'on puisse continuer à en faire. Et moi, j'essaierai de vous faire des points météo réguliers dès lors qu'il y a de la data, dès lors qu'il y a des choses à dire, dès lors qu'il y a des gros tournois à commenter ou alors qu'il y aura des sorties de chapitres tout simplement. Merci à tous en tout cas. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.